Le syndrome d'abandon, d'où il vient, comment il prend racine dans notre vie, comment il évolue au fur et à mesure des années, comment on peut aussi empêcher ce syndrome-là de grandir. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo-là. On va parler aujourd'hui des racines du syndrome d'abandon, dans la théorie un petit peu comment ça se passe et je vais vous parler aussi de mon expérience dans le négatif du coup. C'est aussi pour ça que je vous parle, c'est pour vous faire part de mon expérience négative, mais pas que, vous expliquer aussi comment petit à petit on peut s'en sortir, on peut plus ou moins guérir, même si j'aime pas trop cette phrase-là, parce qu'on guérit jamais de certaines choses, hein, quand c'est des traumatismes. On dit qu'on n'enlève pas le traumatisme, mais qu'on essaie de le réduire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alice et j'ai 32 ans. J'ai écrit ma biographie qui s'appelle De l'abandon à l'adoption, qui traite en fait de mon histoire personnelle, de mon abandon à la naissance jusqu'à mon adoption et ma vie de jeune adulte. Voilà, ça s'arrête en gros en 2018 quand j'ai rencontré mon conjoint et toute la partie maternité, vie de famille en fait n'y apparaît pas. Mais il y a énormément de sujets qui sont traités dans mon livre, à savoir l'adolescence, le retour aux origines, la crise identitaire, les questionnements qu'on peut avoir tout au long de notre vie quand on a été adopté. N'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur mon mail unique qui s'appelle abandonadoption@gmail.com si vous souhaitez juste échanger avec moi, commander mon livre, n'hésitez pas, il est au prix de 12 €, à ça vous ajoutez les frais de port. Il n'est plus malheureusement disponible dans les librairies et en ligne pour des raisons que de la maison d'édition en fait qui a tout simplement fermé ses portes il y a maintenant 2 ans. On va commencer sans plus tarder sur le sujet principal, donc le syndrome d'abandon. Le syndrome d'abandon, il prend racine généralement dans l'enfance. Si c'est pas, quand on est bébé, ça peut être effectivement dans l'enfance. Soit vous avez, un abandon qui est réel, hein, c'est-à-dire comme j'ai vécu malheureusement, c'est-à-dire qu'on m'a abandonné dans la rue. Soit vous pouvez avoir un sentiment d'abandon qui est ressenti suite à la séparation de vos parents, suite à un décès dans la petite enfance, suite à dans une famille aussi, s'il y a un enfant, qui est plus à demander d'attention, un enfant malade. Peut-être qu'un frère ou une sœur peut se sentir abandonné, absolument pas volontairement de la part des parents, bien évidemment, qui contrairement à un abandon physique où là, c'est volontaire dans le sens que, en tout cas dans mon histoire, peut-être que c'est involontaire parce qu'on ne sait pas dans quelles circonstances j'ai été abandonnée. Peut-être que mes parents sont décédés, n'ont pas eu effectivement, le choix. Je rappelle que j'ai été abandonnée dans un contexte de guerre il y a 30 ans en Inde et donc on peut effectivement penser que la situation n'était pas non plus favorable, que peut-être, soit, j'étais simplement une fille et que les filles sont mal vues en Inde, soit parce que mes 2 parents sont décédés pendant la guerre, soit parce que effectivement c'était un abandon volontaire, mais ça, je n'en ai aucune idée. Donc ça, on rajoute un petit peu au traumatisme, effectivement, vous l'aurez compris. Mais là, pour l'instant, on va rester un peu dans la théorie globale. Donc l'abandon, le sentiment d'abandon, il naît à peu près quand on a autour de 8 mois. Un bébé, il a besoin de sa mère, de son père, de sa mère encore plus parce qu'il a vécu 9 mois à l'intérieur dans son ventre, donc c'est normal qu'un bébé et sa maman soient très, très proches au début et même par la suite. Mais en tout cas, les premières semaines, les premiers mois de vie sont extrêmement importants et pour le bébé et aussi pour la maman pour connecter un petit peu le lien, mère-enfant et à partir de à peu près 8 mois, l'enfant, il est en train de se rendre compte que justement, il n'a plus que sa maman, qu'il a aussi d'autres personnes autour de lui et il peut être potentiellement confié à d'autres personnes, mais là, il va peut-être se créer l'angoisse de séparation et si cette angoisse-là, en fait, n'est pas rassurée, n'est pas sécure pour l'enfant, c'est là justement où le syndrome d'abandon peut prendre racine. Donc il est important quand vous avez un bébé, enfin pour un bébé tout court, mais encore plus à ces âges-là, autour de 7-9 mois, 7-8-9 mois, de bien le rassurer. Ce ne sont pas des caprices que l'enfant vous fait. S'il pleure, au moment du coucher, c'est peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Si vous, vous êtes, stressé ou dans des mauvaises dispositions, l'enfant absorbe toutes les émotions. Les bébés et je pense qu'il y a des études qui le prouvent, que les bébés, les enfants sont des éponges à émotions. Alors peut-être qu'après ils vont pas forcément les exprimer en tant que tels, mais ils absorbent aussi les émotions, notamment de la maman, avec laquelle il y a souvent une proximité plus forte. À partir de ce moment-là, si effectivement l'attachement, il y a des soucis avec le lien d'attachement et que les choses ne sont pas faites à temps,
il peut y avoir effectivement un sentiment d'abandon qui commence à émerger. Alors dans une famille, classique, traditionnelle où il y a pas de souci, c'est juste, les aléas de la vie, il se peut aussi que les parents, au moment d'une naissance, apprennent un décès. Il peut y avoir aussi des difficultés chez les parents, de l'ordre de la vie, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'un décès, un déménagement, plein de choses qui sont pas forcément graves, parce qu'un déménagement, c'est pas grave en soi. Après, ça dépend les raisons, mais un changement majeur, en fait, de la vie que l'enfant, peut-être, s'est senti mis de côté et pas forcément abandonné au sens où on l'entend, mais c'est un ressenti, en fait, qui se fait. Donc voilà, au fur et à mesure de son accompagnement, il faut effectivement le rassurer. Dans l'autre cas où c'est un abandon physique comme j'ai vécu, là effectivement ça laisse des séquelles à vie, je pense, parce que le corps en fait, a une mémoire. Le corps se souvient de cet abandon-là et si effectivement, les événements par la suite ne font que renforcer ce sentiment d'abandon, ça peut être très, très grave, notamment quand on devient adulte, quand on devient aussi à nous-mêmes parents, pardon, par rapport à des prises de décision. Ça peut amener à des adultes qui sont toujours en quête de validation des décisions, en quête du regard des autres, en quête de faire passer ses propres, enfin les besoins des autres avant les siens. Donc c'est purement néfaste. Bref, pour en revenir à ce que je disais précédemment, donc l'abandon physique laisse des séquelles énormes sur quelqu'un. Et c'est pour ça aussi que peut-être j'aimerais intervenir dans certaines unités parents-enfants, simplement pour sensibiliser sur l'abandon d'un enfant. Je ne suis pas là pour juger les causes qui font qu'on est amené parfois à abandonner un enfant, parce que si vous avez regardé mes vidéos une à une jusqu'à maintenant, je pense que je l'avais précisé dans une des vidéos, si c'est pas le cas, je le refais ici, mais que parfois, abandonner un enfant, ça peut être une décision qui peut potentiellement amener à sauver l'enfant plus tard. Je m'explique, si vous êtes dans une situation, vraiment, compliquée, enfin, soit financièrement pour moi, il y a toujours plus ou moins des solutions par la suite, mais des décisions de santé. Par exemple, vous venez d'accoucher et puis, et vous apprenez que vous avez une maladie incurable. Là, je vais vraiment heu, dans des tableaux très, très noirs, mais il y a d'autres aussi situations qui font qu'effectivement, peut-être que de confier l'enfant, je préfère peut-être le terme confier l'enfant à quelqu'un d'autre que l'abandonner. Ça peut être vu comme un geste d'amour que le pur abandon comme j'ai vécu moi, c'est-à-dire, bah, on te laisse dans la rue et puis, si tu es, récupéré, tant mieux. Si c'est pas récupéré, bah, en fait, c'était ma propre vie qui était en danger et ça, j'ose même pas l'imaginer. J'ai aucune mémoire, en fait, consciente de tout ça, mais le corps, il imprègne tout ça et moi, pendant des années, mon truc, ça a été que beaucoup de gens m'ont dit à tort: «Oui, mais c'est pas grave, tu as été abandonnée petite, tu t'en souviens pas, tu as pas de souvenirs. En gros, passe à autre chose et puis, si tu peux éviter de nous en parler, ce serait cool». Donc ça, c'est clairement néfaste, ce genre de paroles et puis ce genre d'attitudes autour de nous qui font que, oui, bah, ça, on le sait, on la connaît ton histoire, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et dans mes démarches de livres, de conférences, de vidéos YouTube et cetera, quand je vois que ça aide énormément de personnes, je suis très heureuse de ça et moi-même, à l'époque, je voulais être entourée de témoignages similaires aux miens, sans forcément, trouver quelqu'un qui avait réussi par la suite, mais au moins qu'on me comprenne dans mes ressentis, dans mes émotions et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ensuite effectivement le but c'est aussi de vous aider, de vous expliquer comment j'ai fait petit à petit pour m'en sortir. Pour en revenir au sentiment d'abandon, donc entre le parallèle d'avoir été abandonné physiquement et le ressenti d'abandon, qu'est-ce qui va faire que ce sentiment va perdurer ou pas? Déjà, vous avez les différents événements de la vie qui sont autour de vous que vous ne maîtrisez pas. Comme je le disais précédemment, les annonces de décès, les annonces de maladie, les déménagements, si, un enfant lambda dans une je parle pas forcément d'adoption là, je parle vraiment de sentiment d'abandon et de syndrome d'abandon qu'on peut avoir quand on n'a pas été forcément adopté. Si vous avez grandi dans une famille où il y a un petit frère, une petite sœur qui est venue par la suite, peut-être que l'aîné peut ressentir un sentiment d'abandon. Je ne dis pas que c'est à coup sûr, je ne dis pas que c'est forcément le cas et si vous êtes parent, ne culpabilisez surtout pas, mais je dis juste que ça peut arriver. Pour prendre un exemple personnel, j'ai 2 enfants qui sont rapprochés, qui ont 15 mois d'écart et le premier enfant,
quand, le second enfant est né, on a eu une phase effectivement où j'ai vu qu'il y avait de la colère, il y avait des choses qui n'allaient pas, donc on a discuté tous les 2. Il m'a dit qu'effectivement, bah, l'enfant le plus petit, le bébé, en fait, prenait sa place et ça m'a fait extrêmement mal au cœur parce que, bah, en tant que maman et puis de me dire: «Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Et après je me suis dit: «Non, faut pas culpabiliser parce que j'ai fait du mieux que je pouvais, mon conjoint a fait du mieux qu'il pouvait aussi. On gère un petit peu le quotidien comme on peut, mais par contre, quand l'enfant exprime quelque chose et même là, il se trouve que je l'ai vu et j'ai décelé derrière la colère qu'il y avait quelque chose, mais j'aurais pu aussi ne pas le déceler et malheureusement, heureusement, c'est mon parcours de vie qui fait que j'arrive plus à capter ce genre de choses, à capter que derrière la colère, il y a un besoin, en fait, qui est plus fort que ça. C'est des manifestations de mal-être derrière et donc quand, bah, j'ai su ça, qu'effectivement, il se sentait abandonné par rapport au bébé, enfin à notre deuxième enfant et bah, j'ai dit: «OK, bah, alors on va mettre des choses en place». Déjà, je lui ai dit: «Beh, je suis désolée si tu ressens ça parce que c'est pas du tout volontaire de la part de mon conjoint et de moi-même». Donc on a mis des choses en place. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire. Je me suis dit que la meilleure idée, c'était de passer du temps seul à seul avec moi pour réparer un petit peu et puis le faire retrouver sa place. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a mis en place pendant une semaine, 2 semaines et de temps en temps, j'essaie de réitérer ça pour qu'il retrouve sa place et franchement, ça a été super concluant parce qu'il m'a dit qu'effectivement, bah, il allait mieux, il fait plus de comédie comme avant et moi je lui pose la question régulièrement. Alors pas tous les jours parce que bon, on va pas, non plus trop focus sur ce problème-là, mais enfin il y a pas de guillemets d'ailleurs, c'était un problème à ce moment-là et il m'a dit je lui ai demandé, je lui ai dit: «Est-ce que ça va?» Il me dit: «Oui». «Est-ce que tu trouves ta place? Est-ce que» donc on a réussi effectivement à transformer ce mal-être en quelque chose de maintenant positif et puis tout va bien, on tourne la page et là effectivement on peut passer à autre chose parce qu'on a pris le temps d'analyser le problème, de trouver des solutions et de les appliquer et maintenant ça va très bien et ça n'en fait pas un traumatisme. Par contre, si j'avais écouté sans vraiment entendre ce qu'il avait à me dire et que j'avais continué un petit peu dans le quotidien à c'est pas privilégier son petit frère, mais comme il forcément il a 15 mois de moins, il a pas les mêmes besoins non plus et certainement que le plus grand avait des besoins, similaires en fait au même âge. Mais ça, c'est normal, c'est la vie aussi qui fait que et on n'a que 2 bras, on n'a que 2 jambes, on voilà, le temps n'est pas non plus illimité en une journée, donc il faut essayer de faire au mieux. Et là, la question n'est pas de culpabiliser les parents, les futurs parents, que si effectivement il y a des choses où ils sont peut-être passés à côté, mais en fait, c'est pas grave. Le truc, c'est que si l'enfant vous exprime ses besoins, vous dit quelque chose, vous fait peut-être un peu des bêtises, c'est peut-être pour montrer son attention, pour montrer qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est là où votre responsabilité de parent, elle est de se poser, d'écouter, de mettre en place des solutions, peut-être consulter quelqu'un, peut-être voir les choses autrement, mais voilà, il y a forcément, des solutions, à apporter sur le plan affectif et émotionnel. Sur, mon expérience, à moi en tant qu'enfant, malheureusement, j'ai pas eu tout le temps cette écoute-là, ces émotions-là. Peut-être que au dessus de moi, l'autorité parentale, il y a des soucis avec les émotions, il y a des choses, il y a de la pudeur, ça c'est sûr, mais les émotions, c'est pas forcément OK et moi, m'a souvent dit que j'étais trop sensible, que j'analysais trop, que j'étais trop, susceptible, que j'étais trop, 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 trop. Donc ça, déjà, c'est juste pas possible parce qu'en fait, quand on a un enfant, on accepte comment il est, on accepte sa personnalité. On va pas lui dire: «Tu es trop sensible, tu fais des comédies tout le temps, tu fais ci, tu fais ça». Si il veut, qu'on lui achète un jouet dans le magasin et qu'on dit non, oui, il va faire une comédie pour ça et là, là-dessus, bah, il faut pas céder parce que c'est une comédie et là, il faut qu'il apprenne à gérer sa frustration. Mais quand c'est dans les ressentis, quand l'enfant se sent mis de côté, l'enfant se sent blessé, l'enfant a besoin de réponses, il faut lui apporter la bienveillance, l'écoute et les réponses à ses questions quand c'est possible. Quand c'est pas possible, lui expliquer qu'il y a pas forcément de réponse pour le moment et si c'est quelque chose de grave, essayer d'adapter le langage à son âge. Et sincèrement, j'en ai vraiment, souffert de ça et je pense qu'en fonction des événements qui se produisent dans votre vie, plus il y aura de manquements émotionnels affectifs, en plus des événements autour et plus ça va renforcer ce syndrome d'abandon. Pour être, très cash,
et très directe, en fait, dans ce que j'ai vécu. Quand j'ai eu des phrases, qui franchement n'avaient enfin, il y a des choses et des comportements et des phrases que je n'aurais jamais dû entendre en tant qu'enfant et qui plus est, d'enfants adoptés, du fait que, bah, comme j'ai été adoptée, en gros, j'étais redevable, et que mes parents m'avaient sauvée de la misère, que grâce à eux, et puis, par rapport à eux, sans eux, je ne suis rien. Ça, ce genre de phrases et des dérivés de phrases comme ça, j'en ai entendu plein et je vous assure que étalé sur des années, ça casse une confiance en soi. Quand on réussit pas, quand on échoue un examen, quand on échoue, j'ai redoublé une année, mon année de seconde. J'ai échoué, si on peut dire, sur, le passage de mon code. Mon permis, je l'ai eu du premier coup. Mon bac, je l'ai eu du premier coup. Mon concours d'école de commerce, je l'ai eu du premier coup. Mon diplôme d'école de commerce, je l'ai eu aussi du premier coup. Mais quand il y a eu un truc négatif, à chaque fois, c'était pointé du doigt. Alors, peut-être qu'en tant que parent, c'était pas non plus on peut enfin, mettre des hypothèses comme on veut. Penser que pour son enfant, on veut le meilleur et ça, c'est vrai. On veut le meilleur pour son enfant, on veut qu'il réussisse. Si on travaille longtemps sur un sujet et que, au contrôle, il échoue, oui, on va peut-être ressentir un peu de colère en se disant: «Bah, alors, on a travaillé dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi». Ça, c'est normal. Par contre, d'aller dire, «Bah, là, qu'est-ce que tu as fait? Et puis qu'est-ce que du coup, si tu as raté ton contrôle, bah, tu vas rater ton trimestre. Si tu rates ton trimestre, tu vas rater ta vie, tu vas faire tel et tel métier. Je ne citerai pas les métiers, mais en gros, comme quoi tel et tel métier, bah, moi, ce sont des métiers que maintenant, dans ma tête, en fait, inconsciemment, j'ai dévalorisé parce que je me suis dit: «Bah, en gros, si je fais tel métier, ça veut dire que j'ai raté ma vie». Donc non, pas du tout. Là, je m'étale un petit peu, mais il y a peut-être aussi la colère qui ressort de certaines choses, mais il faut que ce soit dit parce que si je veux aider les gens, il faut que je vous aide sur les vérités, il faut que je vous aide dans le bon sens aussi des choses et que je dise clairement ce qui s'est passé. Une fois, quand je posais des questions sur mon adoption, quand c'est dans le côté mise en valeur en fait des parents, mise en valeur du parcours d'adoption, de la persévérance, parce que franchement, mes parents, ils n'ont jamais abandonné le fait d'avoir un enfant et ils ont tout mon respect sur ça. Franchement, sincèrement, ils ont tout mon respect sur la combativité que je n'aurais pas, certainement. Je pense que je suis pas le parcours qu'ils ont eu, honnêtement, j'aurais pas été capable d'avoir le même, ça c'est une certitude et c'est très bien de leur part. Maintenant, le truc, c'est que j'ai eu le sentiment souvent qu'en tant qu'adoptée, j'étais souvent le plan B parce qu'il y a pas eu d'enfant biologique, donc obligée d'adopter. En plus, les démarches sont longues. En plus. Donc il y a eu un accompagnement qui a été fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et cetera. Et quand je suis arrivée, je pense que dans la période de l'enfance, il y a eu effectivement un accompagnement un suivi qui s'est fait et ça, j'en doute pas une seule seconde. Par contre, c'est quand je suis devenue adolescente et que j'ai dû me démarquer un petit peu dans ma personnalité que là, ça a commencé à coincer. Peut-être que je répondais pas non plus à ce qu'on me disait et que, on attendait une image de moi, un peu plus lisse et qui rentre un peu plus dans les cases. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais pour dire que concernant mon histoire, parfois, j'ai été amenée à poser des questions, j'ai été amenée à parler de mes ressentis et quand je parlais de mes ressentis souvent liés à ma mère biologique, j'ai l'impression que souvent ça coinçait. Je ressentais et je ressens parce que je suis pas folle et que je je ressens les émotions et je sais un petit peu les ressentis. Donc j'ai bien senti qu'il y avait un sujet là-dessus, mais franchement, si vous adoptez et que vous butez sur ces questions-là, pour moi, faut pas adopter. Parce que quand on adopte un enfant, on sait que pertinemment qu'à un moment donné, il va vouloir parler de ses origines. Donc, voilà, il faut s'y attendre et ça, c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais, autour de la prévention quand on adopte un enfant d'un pays étranger, qui plus est, qui n'a pas d'informations sur les tout débuts de sa vie, les tout débuts de mois de sa vie. Donc voilà, donc le sentiment d'abandon, mon syndrome d'abandon, en fait, s'est développé au fur et à mesure des années, de ces non-réponses et il y a énormément de choses, ça c'est 10 de ce que j'aurais besoin de dire. Les questions, les ressentis et cetera, la non-validation dans mes émotions, la non-validation dans parfois j'ai eu des soucis de santé, sur le moment on me croit pas trop, alors je me dis: «Bah, pourquoi on me croit pas? J'ai quand même un problème de santé», donc remise en question toujours de mes dires. En fait, dès qu'il y avait un conflit avec une copine, dès qu'il y avait une séparation sur le plan amoureux, une dispute avec mes parents, souvent c'était soit je devais rien dire
et garder le sourire, soit dire ce qu'il y avait, mais quand, il y avait quelque chose, bah, je me sentais pas entendue, donc en fait, je disais rien. Je me renfermais sur moi-même, j'ai personne qui me confiait vraiment et oui, ça a renforcé mon syndrome d'abandon et oui, en devenant adulte, bah, je me sentais un peu prisonnière de tout ça, prisonnière de devoir répondre à tel et tel besoin de telle et telle personne, de répondre à telle norme sociale et par rapport à ma personnalité, de ne pas être dans une case, donc franchement, c'était compliqué. Je vais faire une autre vidéo un peu plus positive sur comment surmonter le syndrome d'abandon, comment j'y suis arrivée et comment je travaille toujours dessus parce que c'est toujours en progression continue. Comme je disais en début de vidéo, on ne n'efface pas ces traumatismes, on les réduit et c'est en les réduisant que petit à petit on avance et on avance aussi dans l'âge avec, les expériences de la vie. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo et moi je vous dis à bientôt.